Bonjour l'équipe, bienvenue à toutes et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit live sur les spoils 1158, les spoilers complémentaires, donc la suite de ce qu'on a étudié tout simplement hier. Et on va tout simplement les gars avoir des informations énormes complétant tout simplement celles d'hier. Donc c'est parti les gars, pour toute la team YouTube qui regarde la rediff les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter, un grand merci à tous ceux qui le font, ça nous aide énormément dans l'algorithme et le référencement. Vous avez accès aussi au Twitter qui permet tout simplement d'avoir les informations, des spoils complémentaires en première fraîcheur, en direct. Donc voilà, si vous voulez les avoir en premier, n'hésitez pas à aller là-bas. Encore une fois, on a été premier communauté francophone à les avoir publiés en français. Voilà, GG, bon, c'est pas toutes les semaines, mais ça arrive plutôt souvent en ce moment. Donc voilà, on peut que se féliciter. Vous avez également le Discord où on se réunit, on discute, on peut parler gaming, on peut tout simplement parler de vos meilleures séries, de vos meilleurs mangas à suivre. Vous avez aussi des salons dédiés à One Piece, mais surtout aux informations qu'on n'a pas forcément dans le manga. Donc voilà, si vous cherchez un endroit pour avoir tout ça, n'hésitez pas à aller checker le Discord. Et pour terminer, je parlerai tout simplement des petites souscriptions. Faites-le que si vous avez envie et que si vous le pouvez. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent de manière financière et aussi ceux qui soutiennent tout simplement en commentant, en follow, en partageant les vidéos. Les gars, ça fait grave plaisir. Vous avez même accès au boost sur YouTube. Donc voilà, ça permet vraiment de mettre en avant les vidéos. Un grand merci à vous, franchement, vous régalez et j'espère vous rendre tout ça dans cette vidéo qui s'annonce plutôt légendaire avec tout simplement les révélations du chapitre 1158. Donc let's go pour les spoils complémentaires. Donc c'est parti les gars, petite réact au chapitre 1158, en tout cas au spoiler complémentaire, on va avoir des détails qu'on n'avait pas hier, ça va être légendaire, accrochez-vous, c'est parti. Ok, comme hier, le titre c'est Rox vs Harald, on a un petit message du leaker qui dit merci à Ridon des forums Arlong Park, et cette semaine on a un court chapitre parce qu'il fait que 15 pages, mais c'est normal les gars, parce que Oda était en pause, il y avait beaucoup de taf, on va pas lui en vouloir, et surtout qu'on n'est pas encore en septembre, donc l'année n'a pas encore débuté. Ensuite, mini-aventure, donc on a le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, volume 40. Donc voilà, on est déjà à 40 couvertures de chapitres, ce qui est colossal pour une mini-aventure. On arrive vraiment dans les mini-aventures les plus longues. Et on a tout simplement le pirate de la justice repose ici, et Yamato, Ocho et Kikunojo quittent la tombe du héros après y avoir déposé des fleurs. Le nom sur la tombe est Kozuki Moria. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que du coup, ça renforce tout simplement toutes les théories qu'on avait fait hier. Et Moria, ça peut être tout simplement la personne qui a défendu le pays de Wano contre Kaido à l'époque où Kaido prenait Wano comme territoire. Donc je pense que tout ça est logique et surtout intéressant. Donc à voir au niveau de la temporalité quand ça se situe, etc., etc. Mais voilà, on a quand même quelque chose de légendaire qui se profile. On continue. Donc le chapitre commence sur Loro Jackson. Donc Roger était mécontent que Shakuyaku ait quitté les pirates Kuja. La dernière fois qu'il s'était battu, Roger avait remarqué que Shakuyaku semblait malade. Il s'inquiétait donc pour elle. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi elle est malade? Comment ça se fait? Est-ce qu'elle a quitté la piraterie parce qu'il y avait un problème, ou est-ce qu'elle développait tout simplement le syndrome de l'amour des fameuses Kuja, donc à voir, mais Roger a l'œil en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Quand Shakuyaku quitta les pirates Kuja, elle laissa une lettre à Rayleigh pour qu'il vienne la voir, mais Rayleigh ne voulait pas s'attacher à quelqu'un, alors Roger décida d'aller visiter le bar de Shaki. Un peu après, donc il y a 40 ans, nous voyons Garling, l'un des chevaliers sacrés. Donc voilà, avant de continuer, on va parler tout simplement du fait que Shakuyaku est tombée malade et qu'elle a en même temps envoyé une lettre à Rayleigh. Ce qui est assez intéressant parce que tout commence à prendre forme, comme on l'a dit, la maladie de l'amour commence à faire effet, on va dire ça comme ça. Ok, donc il y a 40 ans, nous voyons Garling, l'un des chevaliers divins à l'époque, qui parle avec les Gorosei à Marijois. Et Garling les informe à propos de God Valley, une île où il était resté un court moment lors d'une mission. Donc ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je vous avais dit il y a très très longtemps. Je vous parlais de God Valley, j'avais émis énormément d'hypothèses sur le fait que voilà, c'est bizarre, Garling a l'air d'être familier avec cette île parce que c'est pas logique qu'on emmène son enfant de 1 an à la chasse sur cette île, tu vois. Surtout qu'ensuite, l'enfant a été perdu là-bas. Donc c'est très intéressant parce que du coup, on pourrait imaginer que Garling est très familier avec cette île et peut-être qu'il a tout simplement conquis une femme là-bas qui fut plus tard la mère de Shanks et de
Shamrock. Donc ça pour moi c'est totalement plausible étant donné que les chevaliers divins, mais surtout les Tenryubito, ont l'habitude d'avoir plusieurs femmes, ont l'habitude de prendre voilà des esclaves pour épouses. Donc vous comprenez que Garling aurait déjà pu aller sur cette île et aurait déjà pu faire en sorte que Shanks et Shamrock soient tout simplement ses enfants, mais surtout les enfants d'une femme qui vivait potentiellement à God Valley. D'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que mon sentiment par rapport à la mère de Shamrock, c'est que je pense que Shanks est bel et bien né à West Blue parce qu'en fait, il le dit une fois, quand il parle à Barbe Blanche, il dit que l'alcool qui est bercé par les vagues d'où on est né est vraiment la meilleure, tu vois. Et à ce moment, il donne le fameux saké, si je me trompe pas, à Barbe Blanche et il dit que cet alcool vient de West Blue et qu'il a fait le tour du monde et qu'il n'y a aucun alcool qui peut le surpasser. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que on sait que Shanks, d'après ses dires, est originaire de West Blue. On aurait pu imaginer que pas forcément, etc., etc. Mais je vous avais déjà dit à l'époque que pour moi, il vient bel et bien de West Blue, qu'il est bel et bien né à God Valley et que Roger l'a trouvé là-bas, mais sa terre natale est bel et bien à West Blue. Donc à voir, mais c'est quelque chose que je vous disais déjà depuis très très longtemps. Si vous voulez regarder, il y a les vidéos des chapitres quand Garling est révélé et c'est là où j'aimais pour la première fois ces hypothèses. D'ailleurs, c'était peut-être une vidéo où le Mont Corvo était passé, parce que je me rappelle que c'était quelque chose comme ça. Donc le Mont Corvo était passé vite fait en live, histoire de voir ce qu'on faisait. Je les avais tagués, donc du coup ils sont venus. Mais en gros, c'était une interrogation qu'on avait sur la chaîne et qui était partagée un petit peu par la commu One Piece. On continue. Garling dit, c'est quelque chose que je n'attendais pas du tout. Je suis certain que le grand être sera ravi. Désormais, je recommande vivement que le tournoi dans 2 ans soit organisé à God Valley. Ça, totalement légendaire. Transition vers Hachinotsu. Selon les règles de Shaki, les pirates qui viennent à Hachinotsu pour visiter son bar n'ont pas le droit de se battre dans le bar. Ainsi, de nombreux pirates puissants pouvaient être vus à l'intérieur en train de boire et discuter sans bagarre. Donc vraiment, Shaki, c'est totalement légendaire. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle est partie de Hachinotsu et qu'elle a tout simplement fondé son bar à Shabanji. En tout cas, c'est quelque chose que découvrira peut-être plus tard. Alors, Shaki remarqua que Rox était très heureux et comblé, alors elle lui demanda en plaisantant s'il n'était plus amoureux d'elle. Big Mom se mit à rire en disant qu'il avait probablement rencontré une autre femme. Et Rox répondit avec colère que c'était censé être secret absolu. Ok, donc voilà la révélation par rapport à la mère de Barbe Noire. Et du coup, Barbe Blanche ne comprenait pas ce qui se passait et Stussy lui dit « Tu ne vois pas ?» Puis Stussy pensa dans sa tête que le visage heureux de Rox n'était pas seulement pour une femme, il avait probablement aussi eu un enfant. Et soudain, les pirates de Roger entrèrent dans le bar de Shaki pour la voir. Roger avait vaincu tous les pirates de la longue file dehors afin de passer en premier. Des pirates au hasard à l'intérieur n'en croyaient pas leurs yeux de voir les pirates de Roger. Ils les prenaient même en photo. Comme quoi Roger, petit à petit, au fur et à mesure que les années passent, il devient célèbre et gagne du renom. C'est ce que je vous expliquais par rapport au fait que l'ère des Rox mettait Rox énormément en valeur, mais plus on avance dans le temps et plus on se rapproche de God Valley, plus Roger commence à se faire connaître et à se faire respecter, ce qui est totalement logique. Je vous avais dit, comparez pas Rox et Roger comme si c'était des gens qui étaient tout simplement construits de la même manière. Ils ont tous les deux été construits et ils ont tous les deux vécu leur temps et leur prime à des moments différents, même si le point culminant des deux est tout simplement God Valley. On continue. Rox affronta Roger. Rox dit « Roger, combien de fois dois-je te dire que c'est mon île ?» Et Roger répond « Et ça, c'est le bar de Shaki, pas de bagarre entre clients, pas vrai? Ferme-la, porc-épi. » Et Shaki demanda aux pirates de Roger si Rayleigh était là, mais ils dirent qu'il était resté sur le navire pour l'éviter. En attendant ça, Shaki devient triste et s'évanouit. Voilà la maladie de l'amour qui fait encore effet, c'est assez marrant. Transition vers le monde souterrain à Elbaf. On voit Harald et Rox en plein combat à travers 2 doubles pages épiques. Loki et Ajrodin observaient ce combat colossal, mais ne pouvaient pas supporter l'impact des attaques d'Harald et Rox. Voilà, pour montrer à quel point leurs impacts étaient complètement colossaux. La puissance des ondes de choc empêchait quiconque de s'approcher. Rox était très en colère contre Harald. Et Rox dit, Harald, comment toi, de toutes les personnes, as-tu pu te laisser manipuler par le gouvernement mondial? Et Harald répond, bien sûr, j'ai eu des hésitations, comme, est-ce quelque chose que je veux accomplir, même si cela signifie tuer un ami? Et Rox répond, ne me sors pas ces conneries, à la fin tu obéis quand même à leurs ordres, tu n'es qu'un idiot, on t'utilise. Bien qu'ils s'attaquèrent, tous deux avaient des coups puissants. En réalité, aucun ne voulait vraiment tuer l'autre. Le combat se termina donc par un match nul. Et Rox répond, alors, cela marque la fin de notre amitié. Je ne t'inviterai plus jamais. Et Harald dit, je suis un roi. Et avant de passer au message du narrateur, je voulais juste, voilà, vous apporter un peu plus de nuances par rapport à ce qu'on avait lu hier. Et on voit tout simplement que les deux, en plus du fait que, voilà, les impacts étaient très très puissants et qu'ils avaient une puissance similaire, à mon sens, le chapitre donne plus de nuances par rapport à ce combat, étant donné que les deux
au fond s'aimaient et ne voulaient pas se tuer. Ça me fait penser vraiment à Akainu et à Aokiji qui au fond, malgré ce qu'on a de l'extérieur, montre aussi que le combat devait être similaire dans le sens où ils ont terminé entre guillemets par la défaite d'Aokiji, mais au fond, s'ils étaient tout simplement sur l'île pendant des jours et des jours à combattre comme s'ils étaient égaux, il y avait ce sentiment de l'un et l'autre ne voulaient pas le tuer parce que à un moment Akainu avait la possibilité de tuer Aokiji et il l'a pas fait en souvenir du passé. Donc ça c'est un message qui a été déjà transmis. Donc quand vous voyez tout simplement le combat Harald et Rox, ça montre exactement la même chose sur la manière de combattre. Donc effectivement pour moi ils ont un level similaire à ce moment-là de l'histoire, mais il y a quand même ce côté sentimental qui fait que il n'y a pas que du power scaling, c'est pas juste qui est le plus fort entre les deux, il y a aussi quelque chose qui fait que voilà, des fois les amitiés passent au-dessus de la puissance et au-dessus du power scaling, et c'est ce que j'attribue tout simplement aux circonstances de combat qui peut changer tout simplement l'issue d'un combat. Donc c'est pareil pour Aokiji et Akainu qui pour moi pourrait faire en sorte que Akainu soit bien plus fort qu'Aokiji, mais Akainu ne veut tout simplement pas tuer son collègue d'antan, étant donné que c'est quelque chose qui a été énoncé dans les chapitres pendant le combat, même après le combat. Donc voilà, tout ça, gardez-les bien en tête parce que c'est des informations sur comment interpréter un combat, c'est la manière d'Oda de donner des informations sur l'ensemble de One Piece, sa vision des choses, donc gardez bien tout ça en tête parce que c'est très intéressant pour le power scaling. Donc voilà, je m'arrêterai juste ici. Ok, on passe au narrateur. Donc on passe au narrateur, cette étrange amitié entre les deux prit fin sans vainqueur et ils ne se reverront plus jusqu'au jour de cet incident. À partir de là, Loki attendit le retour de Rox sur la côte d'Elbaf tout en lisant les nouvelles à propos de Rox dans les journaux. Ida lui dit de nombreuses fois que Rox ne reviendrait pas et on voit alors Loki commencer à s'ouvrir à Ida. Donc voilà, c'est assez intéressant. Déjà, ils ne se reverront plus jusqu'à cet incident et l'incident en question, je pense que c'est la mort d'Harald. On voit quelqu'un s'introduire dans le château pour récupérer le fruit défendu. Donc tout ça pour moi est lié et je pense même que Rox, d'une certaine manière, a peut-être fait quelque chose pour récupérer ce fruit. Pour moi, les chevaliers divins n'y sont pas pour rien non plus. Donc voilà, tous ces personnages, je pense qu'ils vont se réunir lors de cet incident et le résultat sera la mort d'Harald. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et on a tout simplement Loki qui commence petit à petit à ressentir des choses, malgré le fait qu'il a été abandonné très jeune. Il arrive quand même petit à petit à ouvrir son cœur à Ida, mais je pense que tout ça changera le jour où Ida va mourir parce que on n'a pas de nouvelle d'Ida. Donc si elle est pas là actuellement, elle bat, c'est que potentiellement elle a dû mourir. De quoi, comment, je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que elle est plus présente. Donc là on est sur la dernière page du chapitre et ça se déroule il y a 39 ans à God Valley. Donc un an avant les événements de God Valley qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est à West Blue. On voit une femme aux cheveux rouges, de dos uniquement, marchant avec une poussette contenant des jumeaux. Les villageois disaient à quel point ils étaient mignons et remarquaient aussi que les bébés avaient hérité des cheveux rouges de leur mère. Les villageois dirent qu'ils prièrent pour que les bébés grandissent en étant aussi intelligents que leur mère et qu'ils aideraient la femme à s'occuper des bébés puisque le père était absent. La femme était très reconnaissante. L'un des villageois demanda à la femme les prénoms des bébés. Le chapitre se termine avec une case montrant les jumeaux, tandis que leur mère annonce leurs noms. Ce sont Shanks et Shamrock. Pas de pause, la semaine prochaine. Donc, légendaire. Juste avant de passer à l'analyse, je voulais juste dire que moi, j'interprète ça comme une théorie validée. Je vous avais dit, malgré tout ce qu'on dit par rapport à Shanks, par rapport à leur lignée, Garling, pour moi, n'est pas venu uniquement le jour de la chasse. Et il est là depuis, entre guillemets, plus longtemps, d'une certaine manière. Parce que, au final, on a tout simplement, un an avant les événements de God Valley, la présence de la femme sur cette terre. Donc, ça montre que potentiellement, ils viennent de là-bas, potentiellement, ils sont bel et bien originaires de West Blue, ils sont bel et bien nés là-bas. Pour moi, c'est, je pense, une théorie validée. On verra bien par la suite, mais tout était expliqué et tout ça sont encore tout simplement dû à l'analyse qu'on avait faite pour expliquer le fait que voilà, comment ça se fait que Shanks était présent sur l'île alors que c'était la chasse, c'était pas logique, on y emmène normalement que des personnes qui veulent voir la chasse. Je trouve bizarre qu'on emmène des enfants, etc., etc. C'était pas le seul argument, il y avait aussi le fait que Garling était désigné comme étant le champion de God Valley, mais aussi on pouvait sous-entendre qu'il était le roi de God Valley. C'est des choses qui est possible encore aujourd'hui, même si ça y est, aujourd'hui on sait que le mot réel c'était le mot champion de God Valley, mais là quand on voit ça, peut-être d'une certaine manière, après avoir tué le roi, il s'est autoproclamé roi étant donné que voilà, il y avait plus personne pour prendre le trône, mais de toute façon le pays n'aura pas duré assez longtemps pour que Garling puisse régner sur ce pays, même si je pense c'est pas du tout son intention. Donc voilà, petit parallèle
assez sympathique par rapport à tout ça. Encore une fois, l'analyse paye et je suis trop content parce que on a des informations concrètes par rapport à tout ça. Là, on va passer à l'analyse pour vraiment détailler tout le reste et détailler tout simplement tout ce qu'on a besoin de détailler. Let's go. Et on va parler du chapitre parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Des informations qui sont tout simplement colossales. Donc pour reprendre rapidement avec Shanks et Shamrock, pour résumer, c'est une théorie que j'avais émise il y a très très longtemps, qui a été à moitié invalidée parce que le fait que Garland puisse être le roi de God Valley, vous pouvez l'interpréter comme ça, même si la deuxième interprétation c'était le champion de God Valley et ça s'est avéré être la vraie interprétation. Tout ça faisait penser que Shanks était bel et bien né là-bas. D'ailleurs, je vous avais même rapporté d'autres arguments comme le fait que, voilà, je l'ai déjà dit avant, le fait que l'alcool brassé par les mers d'où on est né sont les meilleurs alcools, c'est les phrases de Shanks, et quand il donne l'alcool en question à Barbe Blanche, l'alcool était originaire de West Blue, ce qui donnait tout simplement la révélation sur le fait que Shanks est bel et bien né à West Blue. C'est un foreshadowing entre guillemets de légende, étant donné que voilà, c'était il y a très très longtemps. Si je me trompe pas, c'était soit avant, soit après Enies Lobby. Vraiment, il y a très très longtemps les gars, vraiment dans les épisodes de 320 maximum, tu vois. Donc tout ça permettait d'en déduire tout simplement l'origine de Shanks, qui s'avère aujourd'hui être révélé, même si voilà, on va quand même attendre les confirmations et on va attendre le chapitre surtout. Donc ça, c'était une des premières choses. On peut aussi attribuer à Shamrock la même origine, le même endroit. Shanks est censé être le petit frère, si je me trompe pas, donc Shamrock le grand frère. Donc voilà, on a toutes les informations par rapport à ça. Hâte de voir la suite. Ça, c'était la première chose dont je voulais parler. La deuxième chose, c'est le combat, le fameux combat Harald Rox, qui pour moi est un combat légendaire des Titans qui va vraiment secouer tout simplement le nouveau monde à cette époque-là, parce que voilà, on a le choc des Titans, on a tout simplement deux personnes colossales. Je pense que Rox respecterait pas assez Harald pour ne pas avoir envie de le tuer s'il était faible. Et ce qu'il respecte chez lui, c'est sa puissance. C'est comme quand t'as un ennemi juré ou un rival, t'as pas envie de le tuer parce que sinon tu te retrouves tout seul, tu vois. Et pour moi, la seule personne qui peut rivaliser réellement avec Rox à cette époque-là, c'est Harald. Et même Roger, qui pour moi est en pleine ascension, ne peut pas encore rivaliser avec Xebec et peut-être qu'il ne pourra jamais, on sait pas. En tout cas, d'après les présentations, d'après ce qu'on sait de God Valley, Roger a eu besoin de Garp, etc., etc. Bref, vous connaissez tout ça. Et on a l'impression que voilà, pour battre Xebec, il fallait être très très puissant et que Roger a eu besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une des interprétations. Je sais que certains n'y croient pas, mais bon, plus on avance dans le manga, plus ça commence à se confirmer, surtout d'après les phrases du narrateur, comme quoi le combat Xebec-Roger-Garp était l'un des combats les plus légendaires avant la grande ère de la piraterie. Donc quand tu vois ça, tu te dis, ok, je pense que ces trois personnages sont tout simplement les personnages les plus puissants de cette époque. Le seul personnage qui n'a pas été désigné, c'est tout simplement Harald, peut-être parce qu'il était tout simplement pas là. Donc à voir, mais en tout cas, la seule personne qui pour moi peut rivaliser avec Xebec à cette époque-là, c'est tout simplement Harald. Après, à voir, on est encore sûr de rien. Et puis de toute façon, vous connaissez, regardez Luffy, il a commencé la piraterie il y a 3 ans les gars, vraiment il y a 3 ans, et aujourd'hui il est empereur. Donc vous voyez que là on est 40 ans avant les événements de God Valley, 2 ans, ça peut faire toute la différence en termes d'entraînement, puissance et tout. Donc à voir, mais c'est mon opinion pour l'instant. Ensuite, par rapport à Harald, par rapport à la puissance qu'il avait et par rapport à tout ce qu'on peut en déduire, je vous ai déjà parlé de Loki hier, merci à tous ceux qui ont justement suivi les vidéos jusque-là pour simplement parler des théories que j'avais émises il y a très longtemps. Et au final, on a eu une théorie validée hier. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'hier. Mais en gros, Loki, par extension, si Harald et Xebec sont sur un pied d'égalité, entre guillemets, le fait que Xebec dise que la seule personne qui puisse exploiter le fruit défendu d'Elbaf, c'est Harald, ça montre tout simplement que Harald, avec ce fruit-là, devrait être plus puissant qu'aujourd'hui. Et plus puissant qu'aujourd'hui veut dire d'une certaine manière plus puissant que Xebec. Même si en vrai, on le sait pas, parce que voilà, le combat, on peut attribuer ça au fait qu'ils voulaient pas se tuer l'un l'autre, mais gardez bien en tête que Xebec, s'il trouvait Harald faible, il l'aurait tué, tu vois. Il l'aurait tué, je pense, à ce moment-là précis de l'histoire. Donc ça, c'est une chose à garder en tête. Surtout que je pense que, on le sait pas encore, mais que je pense que Xebec a des informations cachées sur tout ce qui est fresque, tout ce qui est siècle oublié, etc., etc., parce que c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle avait compris qu'Harald était une pièce maîtresse pour pouvoir destituer Imu de son trône, et en fait, quand on voit la fresque, on voit que c'est réel, tu vois. Il faut rassembler évidemment toutes les races pour pouvoir réussir à défaire Imu-sama. En tout cas, c'est comme ça, je pense, que la finalité doit se faire. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit la fin du manga, tous, je pense. Donc voilà,
Pour revenir à Loki et sa puissance, vous le savez, depuis que je l'ai dit hier, même depuis des mois, pour ceux qui ont vraiment suivi toutes les vidéos, Loki, il a mangé ce fruit. Il a mangé le fruit défendu, c'est pour ça qu'il a les menottes en granit marin, etc., etc. Bref, vous êtes au courant. Donc s'il a mangé ce fruit, s'il a hérité des gènes d'Harald, s'il était capable de combattre Shanks même s'il a perdu, je pense sincèrement que Loki est plus puissant qu'Harald et le digne successeur d'Harald. C'est bel et bien la personne qui va être présente à la fin du manga pour pouvoir aider Luffy à combattre le monstre de la fresque qui peut être Im-sama, qui peut être autre chose. Une fusion de Barbe Noire et d'Im-sama, on peut tout imaginer, mais ça montre tout simplement que Loki est surpuissant. Et je terminerai avec, pour moi, Loki a même une chance d'être plus puissant que Luffy. Je sais que pour les plus assidus, vous avez déjà eu vent de cette phrase, mais je tiens à le maintenir. Je pense que Loki va surprendre tout le monde. C'est peut-être pour ça que Oda garde tout simplement secret sur sa puissance, étant donné que pour l'instant, il n'a fait que prendre des coups et manger et dormir. Donc je pense que le meilleur arrive. Il a donné un coup de marteau, ça a fait trembler toute la toile, pas que Elbaf. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à toutes ces informations. J'ai pas parlé de Barbe Noire et de la femme de Xebec, mais voilà, quand on voit que Xebec est amoureux, est-ce qu'il va avoir le temps de faire un autre enfant? Normalement, c'est dans le prochain chapitre, étant donné que je vois pas quand ça pourrait être d'autres. Bref, vous avez toutes les infos à voir. Est-ce que Baggy va naître du ventre de la femme de Xebec? À voir, mais c'est pas mon avis. Et pour l'instant, les chapitres vont dans ce sens-là, même si on n'en est pas sûr. Gardez bien en tête que ça veut pas dire que Baggy et Xebec n'ont pas un lien en commun. Pour moi, tout comme Luffy a hérité de la volonté de Roger, mais qu'il n'est pas lié génétiquement à Roger, je pense que Baggy lui-même a hérité de la volonté de Xebec, même si il est tout simplement pas lié génétiquement à Xebec. Voilà, petit parallèle qui pour moi est plutôt sympathique. On verra par la suite. Peut-être que Baggy dans un running gag pourrait devenir le maître du monde. Peut-être juste le titre de maître du monde, mais pas vraiment régner sur le monde entier. Peut-être maître du monde des pirates, peut-être quelque chose dans ce sens-là, mais je vois pas quelque chose d'autre. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. On a parlé de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses quand on réagira au chapitre. Gardez bien tout ça en tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à follow, liker, commenter. N'hésitez pas à rejoindre la team. N'hésitez pas tout simplement à soutenir sur tous les réseaux, que ce soit sur Twitter, pour avoir tout simplement toutes les infos, des spoils complémentaires directs. Vous avez aussi le Discord pour discuter, parler, partager votre amour pour One Piece, mais aussi vos théories, vos live gaming, etc., etc. N'hésitez pas. Et voilà, je terminerai avec tout simplement les petites souscriptions qui permettent de soutenir de manière financière. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent. Franchement, vous êtes les GOAT. Et nous, on se retrouve très prochainement pour des lives légendaires, je l'espère. Donc voilà, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. À très bientôt. Ciao.